Mercredi 21 juin 2023, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer. La durée de validité d'un billet est de 6 mois. Leur émission coûte néanmoins cher, raison pour laquelle la banque Fouibeni Madagascar a mis en place le projet IARIAR ou un BBC, monnaie digitale de la Banque centrale. Ce projet vise à mettre à disposition des utilisateurs malagasy en complément des billets de banque un moyen de paiement sécurisé, facile d'application, accessible et ayant le même cours légal sur le territoire national. Reportage de Rose-Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Les premières coupures de 5, 10, 20, 50, 100 et 1000 francs français ont été éditées à Madagascar par la Banque de Madagascar en 1925. Les premières pièces de monnaie de 50 centimes et de 1 franc, quant à elles, sont sorties en 1943. Le franc a été utilisé à partir de 1963 et actuellement, la monnaie utilisée depuis 2005 est l'ariari. La Banque centrale de Madagascar est devenue, à partir de 1974, émettrice de billets. La durée de validité d'un billet est de 6 mois si celle d'une pièce est de 10 ans, selon le gouverneur de la Banque centrale, Aevu Anjanarvelu. Madagascar utilise beaucoup de billets, pourtant leur édition coûte cher, toujours selon ses explications. Pour cette raison, la BCM a mis en place le projet IARIAR, monnaie digitale de la Banque centrale. Des pays comme la Chine, la Suède et le Canada utilisent déjà le MDBC. L'Europe est en cours de finalisation de ce projet. Pour Madagascar, le prestataire des solutions logicielles d'émission de l'IARIAR a été sélectionné et actuellement, ils sont en train de voir les clauses du contrat. L'avantage de ce projet est la sécurisation, la facilité d'application et l'accessibilité. À noter que l'IARIAR a la même valeur fiduciaire que la monnaie ariari. La libéralisation de la fibre optique est l'une des étapes qui contribueront au développement de l'économie, selon le représentant résident de la Banque mondiale aujourd'hui. Madagascar figure parmi les pays qui connaissent un faible taux d'utilisation de l'Internet. Les différentes réformes aideront dans la promotion du secteur du numérique, un changement qui permettra la réduction du tarif de l'Internet dans le pays, selon le secrétaire général du ministère du Développement numérique et de la Poste et des télécommunications. Reportage d'Anienne Martina et Zahra Djansou. Seuls 22% des Malagasy ont l'accès à Internet actuellement. Un taux encore faible comparé à d'autres pays de l'Afrique, selon le représentant résident de la Banque mondiale aujourd'hui. Madagascar a pourtant l'ambition de changer l'histoire du fait de la volonté des dirigeants actuels. Ces derniers ont apporté des changements à travers la libéralisation de la fibre, selon les explications. L'économie digitale est une opportunité pour Madagascar. Donc je pense que si on arrive à changer la dynamique de la compétitivité du secteur, il y a beaucoup de chances qu'on amène un peu plus de compétition. Il y a beaucoup de chances que le prix diminue. Il y a beaucoup de chances que maintenant ces centres d'appel se multiplient, que ces jeunes qui travaillent dans l'informel aujourd'hui deviennent des institutions formelles. Et c'est comme ça qu'une économie croît. Donc à votre question, monsieur le journaliste, je suis très convaincu que l'économie digitale est une option pour Madagascar. La Banque mondiale soutient Madagascar dans la promotion du numérique et des télécommunications, selon les explications. L'État est en cours d'élaboration du tarif de l'Internet, notamment via la libéralisation de l'Internet. Si le décret relatif à cela est déjà sorti au mois d'avril 2023. Le but est de faire bénéficier aux Malagasy le tarif d'Internet à moindre coût et d'augmenter le nombre de personnes ayant accès à Internet. Et toujours dans ce volet développement numérique, le projet Prodigy, financé par la Banque mondiale, a organisé un concours pour les meilleurs projets numériques publics dénommé Prototype PU. Les jeunes experts en numérique et les fonctionnaires ayant déjà reçu une formation participent à ce concours. Il compose 34 équipes. Les projets qui impactent directement à la population et qui facilitent technologiquement les activités du secteur public seront privilégiés. Ce concours a débuté hier et se terminera au mois d'août. Les lauréats bénéficieront de formations en France et auront une chance d'intégrer le projet Prodigy.
Partons dans le sud du pays. L'école Mikea, qui a été construite et détruite en 2015 dans la forêt, a été réhabilitée et inaugurée la semaine dernière. Cette école a été implantée à Nkidjanouka, dans la commune rurale de Befande, à Murumbe. Le clan Mikea, avec sa culture, est en danger du fait des personnes n'appartenant pas et qui exploitent la forêt et menacent le clan, raison pour laquelle bon nombre d'entre eux migrent. L'école Mikea conserve des richesses et éduque les enfants dans la tradition Mikea, outre les matières habituelles à l'école. Reportage de Judikel Ranjaniri. Cette école Mikea, sis à Vatuavu Nkidjanouka dans la commune de Befandef, dédie une journée par semaine pour étudier les us et coutumes, la culture qui particularise le clan de ses habitants de la forêt dans le district de Murumbe. Le clan Mikea est riche culturellement et peut vivre en harmonie dans la forêt. Ils utilisent la forêt pour vivre tout en préservant la nature et l'environnement. Pourtant, le clan Mikea et sa culture est en danger, raison pour laquelle Jean-Claude Vincent a créé la première école Mikea dans la zone de la forêt en 2015, mais cette école a été détruite et vandalisée par des malfaiteurs. Actuellement, avec les bienfaiteurs qui ont soutenu le projet, l'école d'Nkidjanouka a été réhabilitée. Les enfants Mikea y suivent des études comme tous les enfants de leur âge, tout en leur inculquant les us et coutumes qui ont été perdus, car bon nombre d'entre eux ont dû quitter la forêt. Ici, à 100 km au nord de Tuliar, 80 km de la forêt de Ranbe, c'est ici que vivent les Mikea. Ce sont les personnes qui n'appartiennent pas au clan qui détruisent la forêt, selon Sivaour, un Mikea de père et de mère né dans la forêt. Ils soutiennent les grandes entreprises comme l'exploitation d'Elménite car elles procurent du travail mais aussi la construction d'écoles. Ils ne soutiennent pas néanmoins les personnes qui exploitent et menacent la population. Le maire de Tsianissi est venu assister à l'inauguration de l'école Mikea. Toujours dans cette page éducation, l'État s'efforce de régler les indemnités de vacation des enseignants. Néanmoins, la lenteur des procédures au niveau des différents services retarde souvent ces paiements. Diverses réformes doivent être initiées pour y remédier, selon les explications. Reportage de Felnara Kotorsoul. Le paiement des indemnités de vacation des enseignants reste toujours un problème. Néanmoins, l'État ne ménage pas des efforts à travers le ministère de l'Éducation nationale pour les payer à temps. Parmi les raisons qui retardent le paiement des indemnités, selon la ministre de l'Éducation nationale hier, durant le contrôle du déroulement du CEPE au sein du centre d'examen Avarado, et la façon de travailler au sein de divers services. Outre le paiement des indemnités, le ministère recrute les enseignants FRAM selon les explications. Ces enseignants FRAM qui ont déjà travaillé et ont satisfait aux critères mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, comme l'acquisition de diplômes académiques, sont recrutés en tant que fonctionnaires selon les explications. Passons à présent aux actualités internationales. Emmanuel Macron et Giorgia Meloni ont affiché leur intention de travailler ensemble au-delà des controverses, notamment sur l'épineux dossier de l'immigration qui a jusqu'ici envenimé leur relation. Reportage de France 24. Effectivement, elle vient arrondir les angles et Emmanuel Macron la reçoit aussi pour arrondir les angles. Tout le monde a intérêt à calmer un peu le jeu. Vous l'avez dit, on le voit très bien dans le sujet, les relations sont fraîches entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, voire même parfois glaciales, notamment autour de cette fameuse crise des migrants. L'Italie refuse d'assumer seule en fait l'accueil des migrants. L'Italie, c'est la porte d'entrée dans l'Europe via la Méditerranée et il demande à ce que l'effort d'accueil soit partagé par les autres pays européens. Mais il y a bien sûr d'autres enjeux lors de cette rencontre. On le sait, il y a de plus en plus de fritures sur la ligne entre la France et l'Allemagne au niveau européen. Cela concerne la politique budgétaire, la politique énergétique ou encore la politique de défense. Et Emmanuel Macron et Giorgia Meloni ont tout intérêt à s'entendre sur ces thématiques-là. Donc leurs points de vue sont assez proches finalement pour pouvoir justement faire pression sur Berlin et sur le reste de l'Europe. Et puis il y a aussi ce point finalement qui rassemble tout le monde, qui rassemble Paris et Rome, c'est bien sûr le soutien à l'Ukraine, le soutien, la livraison des armes. Et puis, vous l'avez dit, tout cela se fait sur fond de candidature italienne à l'exposition universelle de 2030.
En évoquant l'épisode du ballon espion chinois, le président américain Joe Biden a classé hier son homologue chinois Xi Jinping dans la catégorie des dictateurs absurdes et irresponsables, rétorque Pékin. France 24. C'est lors d'un déplacement en Californie dans le cadre de la préparation de la prochaine campagne présidentielle et notamment lors d'une réunion de donateurs du Parti démocrate, lors d'une levée de fonds concrètement, que Joe Biden a voulu rappeler, vous vous en souvenez, cet épisode de la destruction du ballon espion chinois par l'aviation américaine. C'était il y a quelques mois, pour une raison que Joe Biden est le seul à connaître en réalité. Lorsqu'il a évoqué son homologue chinois, il l'a qualifié Xi Jinping de dictateur. Vous l'avez dit, il n'y a aucune erreur possible, ce sont bien les propos de Joe Biden et dans le contexte diplomatique actuel, on voit mal comment il pourrait s'agir d'autre chose que d'une maladresse. Alors bien sûr, la Chine n'est pas un modèle démocratique, il n'est pas nécessaire ici de refaire un inventaire exhaustif des infractions aux droits humains les plus élémentaires assumées par Pékin, mais en aucun cas, la diplomatie américaine ne peut assumer une telle qualification en ramenant la Chine, par exemple, au niveau de la Corée du Nord. Soulignons que même s'il n'est un secret pour personne que les relations diplomatiques entre Pékin et Washington sont extrêmement tendues, au point de voir leurs armées se défier dans le Pacifique. Nous en parlons régulièrement sur les antennes de France 24, notamment avec des incidents répertoriés chaque semaine désormais. Soulignons donc que rien dans la diplomatie américaine ne peut justifier que le président américain qualifie son homologue chinois de dictateur, et je dirais surtout pas après le voyage d'Anthony Blinken que vous avez évoqué. Le chef de la diplomatie américaine, c'était à Pékin il y a moins de 48 heures. Anthony Blinken, qui, disons-le, n'est pas rentré de Chine en libérateur, mais qui avait obtenu malgré tout de maintenir ouvert le canal diplomatique après que justement Pékin avait annulé la précédente visite au moment de l'affaire du ballon espion, justement. Et donc oui, effectivement, on peut raisonnablement qualifier cela de nouvelle maladresse de la part de Joe Biden, ce qui véritablement, et même dans son propre camp, commence à devenir embarrassant pour un homme qui prétend gouverner l'Amérique pour encore plus de 5 ans. Pour terminer cette page internationale, lancée dans une course contre la montre pour retrouver les 5 personnes à bord du submersible et d'exploration disparu à proximité de l'épave du Titanic, les gardes-côtes américains ont annoncé aujourd'hui avoir détecté des cognements sous l'eau et tentent de localiser l'origine des bruits. Le Titan a entamé dimanche une descente de près de 4000 mètres au large de la côte nord-est américaine. France 24. Il a été dérouté pour une opération spéciale, tenter de retrouver le sous-marin parti visiter l'épave du Titanic. L'Atalante, navire français, dispose à son bord de ce robot télécommandé capable d'inspecter les grands fonds marins. Un appareil qui vient renforcer les secours américains et canadiens présents dans la zone. Depuis dimanche, ils tentent comme ils le peuvent de localiser le submersible et ses 5 passagers. Les recherches se sont concentrées à la fois sur la surface avec des avions C-130 effectuant des recherches visuelles et par radar, et sous la surface avec des avions P-3 capables de larguer et de surveiller des bouées sonars. À ce jour, ces recherches n'ont donné aucun résultat. C'est une course contre la montre à laquelle font face les équipes de sauveteurs. Le sous-marin Titan disposerait encore d'oxygène jusqu'à jeudi dans la matinée. Les recherches se concentrent dans cette zone autour de l'épave du Titanic, située à 1450 km des côtes américaines et à 4000 mètres de profondeur. Le navire est-il au fond de l'océan ou a-t-il pu remonter à la surface? Impossible pour l'heure d'y répondre, mais pour les experts, la situation paraît extrêmement compliquée. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. À la surface, vous pouvez utiliser des GPS, des radars, des radios. Mais il n'y a rien de tout cela au fond de l'eau, car les fréquences et les ondes électromagnétiques ne se propagent pas en profondeur sous l'eau. Les secours le savent, chaque minute compte, mais tous veulent garder l'espoir de pouvoir ramener les 5 passagers en vie dans les prochaines heures. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre attention. Très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.